leurs bâtiments aux chaleurs plus intenses, aux pluies, leur agriculture également. Pour ça, on parle de tripler les financements pour l'adaptation, mais pour l'instant, voilà, on achoppe sur le fait qu'il faut plus d'argent public surtout et beaucoup moins de prêts, puisque les prêts accordés pour ce type de financement, malheureusement, ça met les pays encore plus en difficulté avec une dette qui augmente. Donc voilà, ces enjeux de sortie des fossiles et de financement vont ensemble et c'est juste si les pays se décident à avancer sur ces deux jambes que l'on pourra avoir un accord à la fin de cette COP, en ayant également un mécanisme de transition juste. C'est ce qui est porté par la société civile. Il faut absolument que la transition juste soit en haut de l'agenda avec un mécanisme qui permette qu'on ne laisse personne de côté, à la fois les travailleurs des énergies fossiles, par exemple, ou les personnes les plus vulnérables. On va y revenir justement sur ces mécanismes de compensation. Vous l'évoquiez au début de votre intervention. Déjà, à la COP28 à Dubaï, il y avait eu un engagement de 190 pays sur cette fameuse feuille de route pour sortir des énergies fossiles. Mais il n'y a rien ou très peu de choses qui ont été mises en œuvre depuis. Alors, ce n'était pas une feuille de route, c'est un engagement pour effectivement avoir une transition hors des énergies fossiles, terme un petit peu ambigu. Et depuis, il n'y a pas eu de mise en œuvre en fait de cet engagement. Et cette feuille de route serait le moyen de mettre en œuvre cet engagement, c'est-à-dire de fixer, chaque pays pourrait fixer, enfin serait obligé en quelque sorte de fixer sa feuille de route pour dire comment il va sortir des fossiles, avec quelle technologie, dans quel délai. Et ça permettrait effectivement d'opérationnaliser très concrètement cette sortie des fossiles. C'est ça qu'on attend pour que cet engagement ne reste pas juste une ligne écrite dans un accord de la COP28. Maintenant, cet engagement des pays ne pourra se faire que s'il y a des financements supplémentaires pour les pays du Sud. C'est ça le nœud du problème actuellement. Oui, mais il y avait eu notamment un accord, on se souvient de l'enthousiasme autour de l'accord à la fin de la COP ici à Paris notamment. Il y a eu des engagements sur les réductions d'émissions de gaz à effet de serre. Mais visiblement, depuis notamment que les États-Unis sont sortis de cet accord, eh bien, certains se disent peut-être que eh bien, ce n'est pas nécessaire de réduire ces émissions aussi vite que possible. Alors en tout cas, il y a eu des avancées depuis la COP21, depuis l'accord de Paris, puisque à l'époque, les projections d'émissions de gaz à effet de serre nous amenaient à un réchauffement autour de 4 degrés d'ici la fin du siècle, ce qui est totalement... Enfin, on a même du mal à voir comment ça peut être vivable. Et maintenant, on est plutôt autour de degré 5, ce qui est largement trop par rapport à l'accord de Paris, mais ce qui est déjà un progrès. Maintenant, ce n'est pas suffisant. Et c'est vrai que les États-Unis ne jouent pas un rôle positif avec Donald Trump qui souhaite relancer la production de fossiles. Rappelons que les États-Unis, c'est le premier pays producteur de pétrole et de gaz au monde. Néanmoins, les énergies renouvelables continuent à progresser également aux États-Unis parce qu'elles sont plus compétitives. Elles vont continuer à progresser, seulement elles progresseront 2 fois moins vite que si Donald Trump n'était pas arrivé au pouvoir. Donc on a quand même des choses qui évoluent et il y a beaucoup d'autres pays où la sortie des fossiles est engagée et où, y compris en Inde, on développe de plus en plus d'énergie renouvelable parce que c'est moins cher. Donc on a des avancées. Maintenant, il faut vraiment une accélération et pour ça, il faut qu'il y ait à la fois des pays qui montrent la voie et l'Union européenne a la capacité financière d'accélérer cette transition hors des énergies fossiles et il Oui. faut que les pays qui n'en ont pas les capacités puissent avoir les financements pour pouvoir engager cette transition également et être financés pour l'adaptation d'un changement climatique dont ils ne sont pas la cause eux-mêmes. Il y a quand même aussi beaucoup de lobbies présents à cette COP. C'est désormais une habitude à chacun de ces rendez-vous. On parle de ceux des énergies fossiles, du pétrole notamment, avec eh bien, une sorte de cortège de technosolutions qui entourent notamment cette COP. On a vu des représentants des biocarburants également présents sur place. Ce technosolutionnisme, c'est aussi un enjeu de cette COP? Alors, il peut y avoir des solutions technologiques, hein. Toute technologie n'est pas à jeter, bien au contraire, on aura besoin de Mais toutes sur les l'ampleur solutions, même si on a... des émissions, notamment. C'est les, Alors, on aura besoin de certaines technologies, pas toutes.
il y a des technologies comme les énergies renouvelables qui sont plutôt favorables, même si toute énergie consommée a un impact, hein. La meilleure énergie, c'est celle qu'on ne consomme pas. Donc, c'est la sobriété, c'est le premier élément à mettre en avant. Et il y a peu d'entreprises qui mettent en avant la sobriété, puisque le modèle économique derrière est un peu plus compliqué à trouver. Néanmoins, c'est le rôle des États, hein, d'aller aussi vers cet enjeu de sobriété. Sur les solutions technologiques, malheureusement, celles qui sont promues par certains acteurs, souvent ont des impacts qui sont négatifs, y compris sur le changement climatique. C'est le cas des biocarburants qui vont pouvoir causer la déforestation, par exemple, pour planter certaines cultures pour produire des biocarburants. Et l'impact sur le climat, il est négatif. Donc, il ne faut pas aller dans ces directions-là. Et puis, le fait, vous voyez les images, d'avoir M. Pouyanné, le président de Total Énergie, invité dans la délégation française, alors que Total Énergie continue à développer 90%, plus de 90% des énergies fossiles. C'est un scandale. On voit bien que M. Pouyanné est là pour essayer de développer encore plus de contrats dans les énergies fossiles, alors que la France dit qu'elle veut sortir des énergies fossiles. On a là une incohérence totale. Il ne faut pas que les lobbies des énergies fossiles puissent être dans les COP. On n'imaginerait pas une conférence sur le cancer du poumon avec des lobbies du tabac qui soient présents dans les délégations. Oui, effectivement, il y a une incohérence à ce niveau-là. On évoquait, pardonnez-moi, au début de votre intervention, les quelques avancées qu'il y a eu à retenir. Vous évoquiez ce système de compensation pour les pays, notamment du Sud, très vulnérables face aux aléas du changement climatique. Il y a eu de timides avancées à l'occasion de cette COP, notamment sur les mécanismes de compensation. Mais vous le disiez, ce n'était pas encore suffisant. Alors oui, on parle pas, je pense qu'il ne faut pas parler de compensation, mais vraiment de justice, c'est-à-dire que les pays qui sont impactés, les plus impactés par le changement climatique et les populations les plus impactées, ce ne sont pas celles qui ont causé ces dégâts. C'est-à-dire que les pays qui ont causé ces émissions de gaz à effet de serre sont historiquement les pays développés. Et ces pays développés, c'est à eux de réparer les dégâts qu'ils ont causés. Donc c'est juste une question de justice et d'équité, pas une question de compensation. Et pour ça, il faut des financements supplémentaires. Et surtout, ce qu'il faut, c'est que ces financements soient des financements publics et des dons. J'insiste là-dessus parce que c'est extrêmement important. La France, par exemple, se gargarise de donner plusieurs milliards en finances climat, mais la grande majorité, ce sont des prêts. Or, les pays du Sud, ils sont déjà largement endettés. Donc, vous ne les aidez pas en leur fournissant des prêts qui vont aggraver leurs dettes. Il faut davantage de soutien public. C'est un enjeu de justice, c'est un enjeu de paix également, car on ne pourra aller dans un monde en paix que si le changement climatique ne s'emballe pas, ce qui causera malheureusement des déplacements massifs de population et des conflits géopolitiques très graves. Et ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup Anne Bringeot pour votre éclairage ce matin sur notre antenne. Je rappelle que vous êtes directrice des programmes au réseau Action Climat. Encore merci pour votre analyse. Merci.